Histoire de la recherche. La 6e saison du podcast Médecine, Sciences et Recherche clinique proposée par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsay Santé. Au sein du groupe Ramsay, de nombreux médecins portent des projets de recherche clinique innovants dans différentes spécialités. Et pour en arriver là, il a fallu des décennies de recherche scientifique. Dans ce podcast, ils nous racontent l'histoire de la recherche dans leur domaine. La cardiologie est un champ de recherche vaste. À quelques mètres d'ici se trouve le patient qui vit avec un cœur greffé et devant vous les hommes qui sont responsables de cette prouesse chirurgicale. C'est la cardiologie depuis 1985, pas de géant. Pas de géant, effectivement. C'est une première mondiale que ce cœur entièrement artificiel est mis Professeur Patrick Jourdain, spécialiste de l'insuffisance cardiaque et directeur médical de Ramsay Santé, fait partie des témoins privilégiés des grandes découvertes dans ce domaine. Il nous propose dans cet épisode un voyage à travers les époques pour découvrir les avancées majeures de la recherche en cardiologie. Si on repart un peu dans le passé, reportons-nous dans la décennie 90. 94 plus exactement. Cette année-là, Pulp Fiction remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes, les spectateurs pleurent au cinéma en découvrant Forrest Gump, les tubes d'Oasis et des Cranberries saturent les ondes, et dans le domaine de la cardiologie, les chercheurs découvrent une hormone essentielle. Il y a eu des premières études qui se sont intéressées à injecter à des lapins un broyat de cœur de lapin. Eh bien, le cœur n'a pas plus travaillé, mais le lapin s'est mis à uriner parce que le cœur fabriquait une hormone qui simplement était là pour réguler la pression intracardiaque. Le cœur lui-même sait que d'avoir trop de pression à l'intérieur, ça le fragilise. À ce moment-là, le cœur se dit « mais j'ai trop de pression, donc il faut que je l'enlève ». Pour l'enlever, je vais fabriquer une hormone toute petite qu'on appelle le BNP comme la banque. Dit comme ça, son nom il fait un petit peu peur, mais pourtant c'est un marqueur très parlant pour évaluer la santé de ton cœur. Et donc moi je vais vous parler du dosage du BNP chez le sujet âgé. And lastly, we have BNP, brain nutritic peptides, which are released by the ventricles in the heart. Et qui va en fait agir sur le rein pour faire uriner du sel et donc de l'eau, et donc rétablir un équilibre. Mais à l'époque, cette découverte est loin de faire consensus auprès des cardiologues, raconte Patrick Jourdain, qui se souvient du jour où il a découvert l'existence du BNP. C'était effectivement lors d'un staff chez Simon Weber, à Cochin, grand mandarin, un cardiologue interventionnel nous dit « tiens, je vais vous montrer le papier du mois, il est complètement ridicule, le biologiste est plus intelligent que le cardiologue, la preuve, il fait mieux le diagnostic ». Voilà la présentation du papier qui démontrait pour la première fois que ce taux d'hormone permettait d'aider à diagnostiquer l'insuffisance cardiaque et que à l'époque, les cardiologues se trompaient de diagnostic dans plus de 40% des cas. Ce qui peut sembler fou, mais qui est la réalité. Et donc à ce moment-là, moi je dis mais ça serait bien pour détecter les patients avec une atteinte cardiaque des chimiothérapies. Et donc Simon Weber tourne la tête lentement. Protocole dans mon bureau, demain 8h. Et c'est comme ça que l'histoire du BNP a commencé en France, avec une réflexion sur le monitoring de ce type d'hormones et l'utilisation de ce type de marqueurs pour le diagnostic, pour le pronostic du patient, parce que on sait que plus ce taux d'hormones est haut, plus ça veut dire que votre cœur a besoin de compenser. Et puis la troisième chose, c'est également pour suivre l'effet des différentes thérapeutiques. Le professeur en cardiologie est devenu l'une des figures de la recherche sur le BNP en France, un champ de recherche qu'il a investi face à un constat en tant que clinicien. Moi, j'étais spécialisé dans l'insuffisance cardiaque, qui était une maladie très sévère. À l'époque, le pronostic de l'insuffisance cardiaque, c'était 25% de mortalité par an. C'est-à-dire que le pronostic était bien plus sombre que la plupart des cancers. L'idée, simplement, ça a été en lisant la littérature, en écoutant des staffs, et en se disant, voilà, ce marqueur, il semble prometteur, mais on ne peut pas l'utiliser en tant que tel. Maintenant, c'est comment travailler sans a priori, de façon à pouvoir l'utiliser et le rendre utile pour le commun des mortels. C'est ce qu'on appelle from bench to bedside, c'est-à-dire depuis le banc à essai jusqu'au lit du malade. Et je crois que notre grand succès, ça a été véritablement ça. C'était une bataille un peu difficile. Et donc, effectivement, j'étais surnommé le pape du BNP. Quelque part, c'était un peu les idées drôles des collègues de dire « mais est-ce qu'il va arrêter de nous parler du BNP ?» Alors que maintenant, finalement, tout le monde l'utilise. Et là, actuellement, ce marqueur, il est utilisé, il est recommandé chez tous les insuffisants cardiaques. Les années 90 sont aussi marquées par la découverte d'une protéine, la troponine. Cette troponine, elle est contenue dans les cellules
Et quand les cellules sont fragilisées parce que par exemple elles manquent d'oxygène, elles vont l'évacuer et donc on va en avoir dans le sang. Et ça peut vous permettre d'identifier par une simple prise de sang les cellules à risque, par exemple en cas d'infarctus. Et on sait maintenant que cela guide le traitement. Et là encore une fois, l'impact pour le patient est majeur puisque avant, on supposait que le patient avait un infarctus, on n'était pas sûr. Maintenant, on en est sûr. Et donc, on sait maintenant que le cœur, ça n'est pas qu'une pompe. C'est une pompe, un ordinateur, un sécréteur, une glande, plein de choses. Et c'est ça qui en fait toute la richesse. Alors maintenant, on va passer à la décennie 2000. Après avoir échappé au bug de l'an 2000, la France passe aux 35 heures, Internet est en plein essor pendant que la pop et le R&B se disputent le haut du classement du top 50. En cardiologie, on découvre une thérapeutique révolutionnaire pour guérir l'arythmie par fibrillation auriculaire, cause principale des AVC, dont la prise en charge était à l'époque limitée. On mettait un traitement qui ralentissait le cœur, mais qui malheureusement était associé à pas mal d'effets secondaires, et donc du coup à une compliance assez limitée. Et puis le deuxième élément qu'on mettait, c'est un traitement fluidifiant du sang, un anticoagulant. Sauf qu'à l'époque, ces anticoagulants, vous mangiez un peu de tomate, un peu de chou, et hop, ça ne marchait plus. Il fallait doubler la dose, puis la diviser par 2, puis la multiplier par 4, puis faire attention, puis refaire une prise de sang, puis c'était compliqué. Enfin, au total, ça marchait pas bien, avec à peine 60% du temps passé par les patients dans la zone d'équilibre. Et en fait, des chercheurs, et en particulier des équipes françaises, se sont intéressés à se dire, tiens, puisqu'on suit l'activité électrique du cœur par un électrocardiogramme, est-ce qu'on pourrait le faire de l'intérieur du cœur et faire en quelque sorte la carte hygiène de l'activation électrique du cœur? Et ils ont réussi de façon à pouvoir identifier tous les circuits électriques dans le cœur. Et on voit sur leur cartographie l'endroit d'où naît tout cet orage électrique. Et ça a été véritablement un développement sur 25 ans. Il a fallu créer tous ces outils, la cartographie, les cathéters pour aller vérifier où ça se passait, les cathéters pour aller d'abord chauffer, puis après refroidir, puis maintenant utiliser un nouveau système qu'on appelle les champs pulsés et qui permettent d'ablater ces cellules sans effet secondaire pour le patient. Et je suis très fier que ça soit un des domaines d'excellence de Ramsay Santé actuellement en France. Et ça, véritablement, c'est un tournant pour le patient. Un tournant auquel professeur Jourdain a assisté avec ses patients. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué parce que patient fort sympathique, en gros, il était boucher dans la ville où j'étais, donc en plus, j'allais chez lui. Et effectivement, ce patient-là, qui avait déjà fait 2 accidents vasculaires cérébraux, mais qui tenait sa boutique, le dernier AVC qu'il a fait, il a perdu la vision. Il l'a récupéré en partie. Et puis, ce patient-là avait un élément particulier, c'est qu'il avait des problèmes coronariens. Ce qui faisait qu'en fait, chaque fois qu'il passait un rythme, même pas longtemps, 1 minute, 2 minutes, il avait des douleurs thoraciques avec à chaque fois le risque potentiel d'arrêt cardiaque. En l'ayant ablaté, ce patient-là a eu une vie normale. Non seulement on a l'impression d'avoir réussi techniquement quelque chose, mais humainement, quel bénéfice. C'est là où on se dit que finalement, la recherche, ça vaut le coup, qu'il faut continuer à se battre pour les patients. Ne jamais être passif en se disant, là, j'y peux plus rien. Il faut continuer à s'informer sur la recherche. Il faut continuer à aller en congrès. Il faut lire la littérature. Chez Ramsay Santé, nous offrons à tous nos cliniciens un abonnement à un logiciel qui s'appelle Deep Dive, qui permet de consulter gratuitement la bibliographie médicale de tous les jours du monde. La recherche, ce n'est pas uniquement fait dans des centres universitaires. Ça peut être chacun chez lui, avec ses patients. Ça peut être également vouloir aller rentrer des patients dans des essais thérapeutiques et il faut ne pas hésiter. Pourquoi ? Parce que c'est toujours donner une chance chez des patients chez qui on n'a pas de solution. Ça peut permettre des fois d'accéder en avance à des solutions techniques. Et moi, j'ai eu la chance de voir plusieurs avancées de rupture en cardiologie, en particulier en insuffisance cardiaque, qui ont permis à mes patients que je les suive, moi, pour certains, depuis 20-30 ans, alors qu'à l'époque, on avait une espérance de vie qui était à 1 an et demi. Parmi ces avancées de rupture, le développement depuis une quinzaine d'années de la télémédecine. Des téléconsultations qui permettent un meilleur suivi des malades aux pathologies chroniques cardiaques et un recours facilité à la téléexpertise. Quand vous voyez n'importe quel médecin et que vous avez un problème complexe, par exemple dans mon cas d'insuffisance cardiaque, votre généraliste peut interroger un cardiologue spécialiste pour savoir ce qu'on pense du dossier et d'avoir une discussion entre pairs, que vous soyez soigné au fin fond d'un endroit désertique, du moment que vous avez un premier contact médical, votre médecin sur place, même s'il n'a pas de spécialiste, peut contacter un spécialiste de façon simple, avec un dossier partagé et des éléments tracés. Donc ça, c'est un vrai plus, encore à développer, parce qu'en France, on a toujours du mal à discuter entre nous. Ça s'améliore, en particulier en cancérologie, en cardiologie, dans d'autres domaines. Il y a encore à progresser.
Autre innovation et sujet de recherche, la télésurveillance des patients cardiaques qui concourt à réduire leur mortalité, selon Patrick Jourdain. Quand vous avez une maladie chronique, vous allez voir votre médecin 2 fois par an. Que se passe-t-il les 363 autres jours ? On ne sait pas. Et c'est pour ça que la télésurveillance, c'est suivre son patient sur les 365 jours, mais pas de façon passive ou agressive. C'est votre patient qui choisit de se peser, qui rentre les données, qui interagit avec vous. Et puis, si tout est au vert, enjoy. S'il voit qu'il est un peu en orange, il peut s'interroger. Tiens, c'est bizarre, hier j'ai dû manger beaucoup de chips. Tiens, j'ai oublié mon traitement ce matin. Tiens, c'est bizarre. Voilà. Et donc, il va lui-même réagir. Et puis, si jamais ça ne suffit pas, le docteur est là, va pouvoir l'appeler, optimiser les traitements, et ça, c'est vraiment le rôle également de nos infirmières de coordination, et on essaie d'en mettre véritablement dans le groupe pour ça, pour justement réagir, anticiper, éviter des hospitalisations. Les dernières études publiées ont montré que, avec un dispositif de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, vous baissiez la mortalité toute cause jusqu'à 48% dans certains groupes. Associer encore plus de patients à leur prise en charge et aux études cliniques, c'est l'avenir de la recherche en cardiologie, mais aussi dans d'autres domaines, selon professeur Jourdain. Le patient, c'est notre meilleur collègue. L'éducation thérapeutique, c'est la clé. Alors, bien sûr, la prise en charge du patient, c'est la clé de la recherche, à la fois médicale et paramédicale. Et ça va être notre champ de développement cette année, à travers un programme qui s'appelle Choosing Wisely, dans lequel nous allons essayer d'identifier tous les champs permettant au patient d'être acteur de sa santé. Et je suis très fier que nous ayons pu faire rentrer un représentant de patient dans notre conseil d'orientation médicale, de façon à ce que justement il nous guide, comme je dis, un peu le Jiminy Cricket de l'ensemble, et qui permettra que, voilà, au-delà d'être des docteurs, nous gardions le sens de l'humain. Je crois que la recherche, c'est pas toujours de la technique, et que la médecine, c'est toujours une vision globale du patient, et qu'on ne choisit pas d'être soignant par hasard. Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche clinique sur le site de Ramsay Santé.